Merci à vous d'être là, merci à l'ARSA de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là parmi vous. J'ai cru comprendre que c'était vraiment la reprise et je crois que tout le monde est content un peu de sortir et de voir des conférences, ça fait du bien à tout le monde. Alors merci déjà de m'avoir proposé cette thématique qui est le sujet de ma thèse, en effet vous l'avez dit Madame Lebourg. Mais ce qui était agréable, c'est que vous ne m'avez pas imposé un sujet. Et donc j'ai eu le libre choix de ce sujet et j'ai choisi de parler avec vous aujourd'hui des maisons de villégiature. Alors pourquoi? Parce que en fait je trouve que c'est un paradoxe. Les maisons, c'est ce qu'il y a le plus grand nombre dans les stations balnéaires. Et on ne les connaît pas beaucoup en fait, puisque c'est de l'habitat privé, donc on ne peut pas le visiter. Certaines, beaucoup on les voit depuis la rue. Mais des fois elles sont cachées derrière des parcs, derrière des haies, donc on les perçoit, on perçoit un petit bout du balcon, un petit bout du jardin, mais on ne les connaît pas vraiment. Et c'est un paradoxe parce que c'est vraiment ces maisons qui constituent les rues et qui constituent les stations balnéaires. Donc moi je vais un petit peu vous faire bénéficier de l'approche que j'ai eue sur le territoire, puisque dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé aussi à faire un inventaire du patrimoine de cette villégiature. J'ai travaillé avec un service de l'inventaire qui maintenant est décentralisé en région Bretagne, mais qui à l'époque était une mission de l'État. Et donc moi, quand j'ai réalisé ma thèse, c'était cette mission de l'État que j'ai réalisée avec un inventaire thématique sur la côte de Granit-Rose, donc Perros-Guirec, Trégastel et Trévernin, une portion de Pleumeur-Baudou aussi, parce que bon, c'est pas une station balnéaire, mais il y a quand même quelques éléments de villégiature intéressants. Et donc l'inventaire, ça consiste en fait à prendre le cadastre et dans chaque rue, pointer les maisons, prendre des relevés de ce qui nous semble important sur la thématique, lié à la thématique de la villégiature, et dans un cadre chronologique qui est celui des débuts de la villégiature, qu'on fixe à peu près à 1880 pour les premières constructions, je ne dis pas les premières pratiques balnéaires, mais les premières constructions, et qu'on a fixé à la date de 1961, avec l'arrivée des télécoms à Lannion, avec l'arrivée d'une autre population aussi, et des stations qui évoluent en ville. Donc voilà le contexte. En fait, ce qui fait que moi j'ai vu beaucoup de maisons, à la fois depuis la rue, mais depuis aussi les jardins, et aussi bien sûr les intérieurs. 95% des maisons que je vais vous montrer aujourd'hui, je les ai visitées. Les propriétaires m'avaient accueilli très généreusement et avec bienveillance à l'époque. C'était souvent des maisons de famille. Et j'ai pu voir les décors intérieurs, mais aussi les volumes, apprécier les volumes, la distribution, et voir avec les propriétaires qui souvent ont des plans d'archives, voir comment avaient évolué ces maisons ou pas. Et justement, elles n'avaient pas beaucoup évolué. C'est pas un critère péjoratif, ce que je dis, c'est que vraiment, elles étaient dans leur jus, et c'était très appréciable pour une historienne de l'architecture de voir ça. Bien écoutez, on va commencer. Juste les deux points que je voudrais aborder dans cette conférence. D'abord, quels sont les styles de ces maisons qui forment donc la physionomie des stations balnéaires, pour vous montrer que finalement, avant-guerre, on a un style d'architecture régionaliste majoritaire qui donne une physionomie aux stations balnéaires bien particulière, qui va évoluer après la Seconde Guerre mondiale, et je finirai la conférence sur ce point. Et donc montrer comment cette architecture de l'entre-deux-guerres, eh bien, elle germe à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, avec des architectes qui font évoluer les styles progressivement et vont influencer cette architecture de l'entre-deux-guerres. Et puis enfin, on terminera sur justement la vie quotidienne dans ces maisons. Qu'est-ce qui fait que quand on est en bord de mer, quand on y habite pendant la saison estivale, eh bien, qu'est-ce que ça modifie dans ces maisons? Je vais m'asseoir, puisque c'est derrière moi que ça se passe, et puis on va commencer le petit voyage dans le temps. Alors en préambule, je voulais vous parler de la naissance des stations balnéaires. Alors, je ne vais pas vous parler de la naissance en tant que telle, puisque c'est un sujet en soi. Je me ferai un plaisir de revenir, si vous le souhaitez, parler de cette naissance, comment elle naît, avec les premiers baigneurs, les premiers artistes peintres, les écrivains, etc. Moi, je voudrais juste vous parler des premières constructions qui font qu'on sait que c'est la naissance d'une station balnéaire. Et juste avant, justement, de construire une maison de villégiature, eh bien, on va devoir se loger. Donc, les premières façons de se loger dans ces stations, qui ne sont pas encore des stations, on a simplement des bourgs et des plages qui sont totalement inhabitées. Les premiers baigneurs qui viennent, eh bien, ils trouvent juste des auberges pour les héberger. On citera par exemple l'auberge de la Mère Aimée à la Clarté,
vous connaissez peut-être. Alors, certains l'appellent l'auberge du soleil levant, d'autres le soleil couchant. Donc ça, c'est encore un petit peu... On sait qu'il y a un soleil, en tout cas, hein. Ça, on est sûr. Donc la mère aimée, elle accueille notamment beaucoup d'artistes peintres, les premiers artistes peintres qui vont peindre les rochers de Ploumanac notamment. Et en fait, on va voir que finalement ces auberges, ça ne suffit pas, hein, bien sûr, il y a des limites, il y a beaucoup de baigneurs qui arrivent. Alors il y a une autre solution, c'est de loger avec chez des religieuses. À Perros-Guirec notamment, il y a un couvent qui se situe rue de Landerval, entre le port et le bourg. Alors ce sont des religieuses qui viennent de Bron, qui est un établissement, et puis elles ont quelques chambrées, donc elles accueillent aussi les premiers baigneurs. Et là encore, bien sûr, les baigneurs arrivent, hein, le train arrive à Lannion en 1881. Jusqu'alors, il fallait s'arrêter, depuis 1865, il fallait s'arrêter à Poirette, ensuite prendre une diligence et atteindre les plages, donc c'était une grosse expédition. 1881, quand même, on arrive à Lannion en train, donc c'est un peu plus facile. Donc là, les baigneurs commencent à arriver en masse. Alors, je vais vous présenter le premier établissement qui va vraiment accueillir les baigneurs et qui a été construit pour ça. Alors, avec un petit bénol, je vais vous expliquer. C'est le Castel Sainte-Anne, qui est construit donc à Trégastel. Il a été construit par le Paul François Courtois, un architecte de Saint-Brieuc. Alors, je mets un bémol puisque ce n'est pas un hôtel en tant que tel, hein, ça reste un couvent avec des religieuses. Mais dans les archives, on trouve la notion, c'est un couvent-hôtel. On associe le couvent à la notion d'hôtel. En fait, c'est-à-dire qu'elle réserve des chambres pour l'été pour les baigneurs. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est pas vraiment l'hôtel, puisque dans une station balnéaire, les premiers hôtels, ils sont vraiment au pied de la plage. C'est-à-dire qu'on sort de l'hôtel et on va directement à la plage. Ici, le Castel Sainte-Anne, il n'est pas directement lié à la plage, hein, il fait même dos à la plage, on va dire. Il a une vue sur mer, certes, mais il n'a pas les pieds dans l'eau, on va dire. Il a juste un chemin d'accès direct de l'établissement jusqu'à la plage. Et d'ailleurs, elle loue aussi des cabines de bain sur la plage de Cospors à Trégastel. Alors, ces religieuses, quand même, on peut dire qu'elles sont assez malines, hein, puisqu'elles ont déjà un premier établissement à Saint-Quay-Portrieux. Et cet établissement, il accueille aussi des baigneurs depuis 1841. Donc, c'est un peu une habitude chez elles. C'est aussi elles ont aussi un autre établissement à Pléneuve-Valandré depuis 1883. Donc deux établissements où ils accueillent des baigneurs, et donc c'est l'architecte Courcou hein, qui va leur dire, mais écoutez, vous avez deux établissements qui fonctionnent déjà, allez voir du côté de Lannion, il y a du potentiel, on va dire. Et donc Courcou, en fait, est un architecte de Saint-Brieuc qui travaille déjà beaucoup pour le diocèse. Il a construit beaucoup d'églises, il a construit beaucoup de couvents déjà. Et donc c'est lui-même qui va construire pour les religieuses ce Castel Sainte-Anne. Vous voyez sur le côté gauche, il y a une chapelle qui sera construite en 1925. Et donc vous voyez, ça c'est une carte postale, et l'établissement il n'a pas beaucoup bougé, hein, si vous le connaissez. Donc premier lieu d'hébergement, ce Castel, qui est encore un peu un couvent quand même, il faut le dire, mais vraiment les premiers hôtels de voyageurs, c'est celui de Perros-Guirec à Trestrao. C'est l'hôtel de la plage que fait construire en fait Monsieur Le Bihan. Alors, je vous montre ici, je vous trouve de côté. Le premier établissement, en fait, c'est ce petit hôtel ici. Et vous allez voir que finalement, les baigneurs arrivent tellement en nombre que ici, cette aile-là va être construite, et puis ensuite cet établissement ici. Donc, vous voyez, il y a quand même un réel besoin de logement à Perros-Guirec hein, pour à chaque fois devoir agrandir ces hôtels de voyageurs. Donc peut-être que certains ne connaissent pas l'histoire de cet hôtel. Joseph Le Bihan, il est lagnonnais à l'origine. Et il travaille à Paris, à l'hôtel Magny. Et à l'hôtel Magny, qui va à l'hôtel Magny? Eh bien, Ernest Renan. Ernest Renan, qui, à la fin de sa vie, passe quelques étés à Rosmapamont, à Loannec, et qui voit lui aussi cet afflux de baigneurs, et qui dit à son ami, Le Bihan, va voir à Perros-Guirec le nombre de baigneurs, peut-être que si tu veux rentrer au pays, c'est l'occasion de construire un hôtel à Perros-Guirec. Et c'est ce qu'il fait, donc en 1886. Et donc les deux autres hôtels qui ont été construits, alors toutes ces données, une petite parenthèse, hein,
Le travail d'inventaire que j'ai réalisé, il a été couplé, bien sûr, de nombreuses recherches d'archives. Et ce qui est pratique pour ces périodes-là, une période assez récente de l'histoire, on va dire, c'est qu'on a des matrices cadastrales. Et les matrices cadastrales, elles vous donnent bien la date de construction des établissements. Alors avec une marge souvent de 3 ans, parce qu'à partir du moment où on construit un hôtel voyageur ou une maison, il y a 3 ans de battement avant de payer l'impôt. Donc on se donne cette petite marge-là. Donc en général, pour tous les établissements, pour toutes les constructions que je vais mentionner, il y a une date plus ou moins précise, mais c'est pas, je ne l'ai pas fait au doigt, hein, c'est vraiment parce que j'ai trouvé des archives qui peuvent le confirmer. Donc l'hôtel des Bains à Trébeurdin est construit en 1895, devant la plage de Trozoul, et l'hôtel de la plage de Tricastel, à côté de la plage de Cosborz, est construit en 1895. Alors, bien sûr, les premiers villégiateurs qui se plaisent sur nos côtes vont vouloir se construire une maison de villégiature. Il faut quand même préciser qu'il y a d'autres maisons qui sont construites avant, qui existent, qui sont totalement différentes de ce qui est construit jusqu'à présent dans les bourgs de Perros, Trébeurdin, Tricastel. Ce sont des maisons de notables que se font construire des Lagnonnais. Puisqu'en fait, avant que les baigneurs, on va dire parisiens, puisque c'est souvent comme ça qu'on les définit, même s'ils peuvent venir de l'Est de la France ou du Nord de la France, en général, on dit aussi étrangers. Donc, des fois, je vais peut-être reprendre ce terme, c'est pas du tout péjoratif, mais dans les archives d'alors, dans les journaux, on dit les étrangers. Voilà, c'est tous ceux qui ne sont pas d'ici, c'est les étrangers. Et donc, finalement, les plages, ce qu'on appelle à l'époque les plages lagnonnaises, sont investies par les Lagnonnais. En fait, c'est un lieu de promenade dominicale pour les Lagnonnais, un lieu de repos. Et donc, les maisons que vous voyez, les 2 premières, elles ont été construites par des Lagnonnais. Et donc, c'est des maisons de notables où on vient se reposer. Ce sont des maisons d'agrément, en fait. Donc, la première, le Hédraou, qu'on nomme aussi des fois le Hédrou, est donc à Perros-Guirec. Pour la petite histoire, c'est une maison qui a été construite, je vous en reparlerai tout à l'heure, par Mademoiselle Josette, une Parisienne, et qui, d'ailleurs, a implanté le premier casino de Perros-Guirec en 1901, dans cette maison de notable. Alors, en fait, la différence avec les autres maisons qu'on verra tout à l'heure, c'est que c'est une maison qui a une vue sur mer, qui n'a pas accès à la plage, donc c'est pas une maison qui est faite pour aller au bain de mer, en fait. Mais elle a l'agrément de la vue sur mer, sur la rade de Perros-Guirec. La deuxième maison que vous avez au milieu, donc le Rosmapavon, elle a été construite par également un Lagnonnais, à Louannec, et c'est là que viendra en séjour Ernest Renan. La dernière maison que vous voyez en photographie, c'est Kermam-Vaud. Elle est construite à Tricastel en 1887. Alors c'est assez précoce en fait. Et là, c'est un industriel de Saint-Brieuc qui fait construire cette maison. Donc on est quand même là sur les prémices de cette architecture de villégiature où on vient pour le repos. Et c'est pas encore ces industriels ou ces marchands qui viennent de plus loin, il n'y a pas de Paris, c'est vraiment des costarmoricains et des Lagnonnais. Passons maintenant au vif du sujet, comment cette architecture de l'entre-deux-guerres, dont je vous ai parlé tout à l'heure, émerge progressivement sur la côte. Alors déjà, ce qui tranche et ce qui est caractéristique de l'architecture balnéaire en général, quand on parle de l'architecture de bord de mer, c'est qu'on parle d'architecture excentrique. Et en tout cas, surtout exogène au pays où elle est implantée. Vous avez ici 3 exemples. Parmi les premières construites sur la côte, notamment Roquemeur à Tricastel, qui est construite, alors c'est une des premières construites, vers 1893 à Tricastel, par Paul Jean-François Courpeau. Donc la même famille de Courpeau, c'est le même que tout à l'heure, qui est donc architecte à Saint-Brieuc et qui se fait construire cette maison. Alors vous voyez, c'est totalement inhabituel de ce qu'on peut croiser sur ces communes littorales jusqu'à présent. On est vraiment dans, j'allais dire, un recueil d'architecture. C'est vraiment rencontrer dans un recueil d'architecture qui mêle à la fois le style chalet, mais aussi
peut s'inspirer de la villa normande. Alors on ne voit pas les faux en bois, mais on a cette toiture totalement débordante, ces ételiers en bois, là, on croit que c'est des ételiers en bois qui tiennent le toit, mais non, pas du tout, c'est un pur décor. Avec, là encore, la différence, c'est qu'on n'a pas une architecture avec de granit apparent. On a un mur totalement enduit, totalement pas du tout habituel sur cette côte. La photo du milieu, c'est la première villa de la famille de l'Estre. La famille de l'Estre qui fait partie de ceux qui ont découvert la côte, et Perros-Guirec notamment. 1892-93, la villa de l'Estre qui est construite par Pierre-Henri Gélis-Didot. Donc, M. Delestre vient de Paris et il amène avec lui M. Gélis-Didot, qui est un architecte parisien. Et voilà la construction qu'il construit sur la plage de Trestraou. Alors là, le moellon de granit est visible. On n'a pas rendu la villa, mais quand même, on est sur quelque chose, une maison de notable, c'est encore très classique, totalement exogène et totalement. Alors on peut trouver cette architecture sur la Lyon, mais sur Perros-Guirec, à l'époque, il n'y a pas du tout ce type de construction. La villa Le Sphinx, la dernière photo, elle a été construite sur la plage de Trestrignel entre 1902 et 1910 par Pierre Botrel. Alors, Pierre Botrel, il faut savoir que c'est l'architecte qui a dessiné les plans du lotissement de Trestrignel, puisque tout le quartier de Trestrignel, c'est en fait un immense terrain qui a été acheté par M. Dupri de Saint-Maur, qui en fait va le lotir, totalement comme on le fait actuellement, en 1901. Et M. Pierre Botrel, c'est lui qui a dessiné le plan, et c'est lui qui en plus, il a dessiné quelques villas. En fait, c'est des maisons clés en main. En fait, le baigneur, il peut de Paris aller voir M. Botrel, qui a son cabinet d'architecte à Paris, et il peut commander sur plan, comme on le fait actuellement. On commande sur plan, on n'a pas vu où on allait. Perros-Guirec, il y a peut-être une ou deux photos qui traînent, on sait à peu près où c'est, mais on fait confiance à l'architecte. Et puis souvent c'est des investissements aussi. Et puis parfois certains aménagent dans la villa sans avoir vu avant où ils allaient. Donc la villa Le Sphinx, vous voyez, alors elle est assez emblématique de cette architecture de bas de mer, de bord de mer, qui s'assimile un petit peu à celle de M. Courcou à Trégastel, très élancée, avec ses toits débordants, ses escaliers. Alors là, il en manque un petit peu, la villa Le Sphinx a un peu perdu de son décor. Et voilà, les premières villas, les architectes parisiens, des maîtres d'ouvrage parisiens, on importe un style qui n'existe pas jusqu'à présent. Alors comment ne pas parler du château de Costerès, que je pense que vous connaissez tous si vous êtes ici, à moins que les personnes ne soient pas ici et ne connaissent pas encore. Et encore, je pense qu'il y a beaucoup de cartes postales qui ont bougé, qui ont été postées avec ce château de Costerès en façade. Donc il a été construit vers 1896, donc à Trégastel, par l'ingénieur Lannes Modiez et l'entrepreneur lagnonnais Pierre Le Tensorer. Et là, on change de style quand même. Alors, on n'est pas dans cette excentricité un petit peu éclectique, ce qu'on appelle l'éclectisme balnéaire. Là, on fait plutôt appel à l'histoire du pays. En fait, on se retrouve un peu devant un petit château défensif. Pourquoi? Alors, je regarde quand même derrière moi, si vous voyez comme ce que je vois à l'écran, vous voyez bien, donc les tourelles, les mâchicoulis, les faux mâchicoulis, bien sûr, les créneaux. Vous voyez, je vous ai mis, alors ce sont deux vues différentes, et vous voyez au passage que ici on est sur la villa d'origine et on a ajouté cette partie-là qui n'existait pas, et puis vous voyez sur l'arrivée, on a carrément un petit porche avec des créneaux, vraiment un aspect défensif, comme s'il y avait quelque chose de très très précieux à protéger sur cet îlot. Et donc là, cette référence-là, elle va commencer à émerger sur le littoral. On va abandonner ces maisons un peu de style chalet, ça va pas marcher beaucoup sur ce littoral. On va commencer à s'intéresser à l'histoire du pays, notamment le Trégor, et à l'environnement proche de la villa qu'on va construire, et on va s'en inspirer. Donc, le château défensif à Costerès. À Trébordin, vous avez la villa Kermélie, qui est construite en 1895. Elle est totalement en hauteur, je ne sais pas si vous voyez où elle est, c'est une plage qui domine la plage de... excusez-moi, une villa
qui domine la plage de Trozoul. Elle n'aime pas les pieds dans l'eau, mais elle est totalement sur les hauteurs. Il faut savoir que tous les terrains qui vont de la villa jusqu'à la plage, c'était la propriété de Carnegie. Elle a été bien sûr lotie depuis. Alors, j'avais visité cette villa et les propriétaires avaient encore les plans, de très très gros plans dessinés par l'architecte Lajette. Et donc à l'origine, c'était une maison qui s'était construite pour lui-même. Et à l'origine, c'était juste cette partie que j'ai encadrée en rouge. Alors, avec un style, vous retrouvez ici, voilà. Alors lui, c'est pareil, hein, il évolue un peu dans un style un peu gothique à l'époque. Donc même si cette première partie n'était pas très très marquée gothique, hein, derrière il y a une tourelle d'escalier qui quand même rappelle un peu le manoir. Et puis on est sur une maison qui est en granit d'apparence, pareil. Il n'y a pas d'enduit, donc on commence un peu à s'inscrire dans le paysage. Et donc l'année d'après, il vend cette maison un nouveau propriétaire qui va lui demander de faire des agrandissements. Et alors là, ils vont s'en donner à cœur joie. Plusieurs tourelles, là encore, des machicoulis, des créneaux. Vous avez aussi la référence ici, un cloître, le cloître gothique. Donc on mélange à la fois l'historicisme, on mélange l'inspiration au château défensif, du cloître, la partie religieuse, en fait on met le gothique. C'est aussi quelque chose où j'aurais à vous parler tout à l'heure. Regardez cette grande belle, en fait. Bon, là, on n'est pas dans le château, on voit bien qu'on est dans une maison de villégiature. Donc, on mélange à la fois un style historique très marqué, et puis déjà l'agrément quand même de la villégiature, on en parlera tout à l'heure quand on rentrera dans ces villas. Alors, ce style gothique, qui est style médiéval, on va dire, hein, qui est utilisé par des architectes à la fois parisien, mais aussi ici, vous voyez, M. Lajette, hein, qui est local de l'État, on va dire, hein, le Lagnolais. Bien, c'est une réaction à ce style académique qu'on a, vous ai montré tout à l'heure, hein, la villa Rose-Papamont, le Hydrahouse, c'est très très classique, hein, ce sont des maisons d'enduit, avec des bandeaux, des petites corniches, alors ça reste très discret, mais c'est très académique et très classique. Et donc ce style d'architecture-là, on veut rompre avec cet académisme, et on veut là faire appel au passé historique du territoire dans lequel on vient. Et c'est pas étranger avec on va dire, la clientèle de ces stations balnéaires. Je vous rappelle, il y a des artistes peintres qui sont venus, mais aussi beaucoup d'écrivains. Le Gothique, le Braz, tous ces écrivains sont quand même très marqués par le territoire, ils sont bretonnants, ils militent pour le territoire, ils militent pour le Trégor. C'est d'ailleurs eux qui vont faire connaître ce territoire à Paris, hein, auprès des intellectuels parisiens. Et donc, le fait qu'on ait ce substrat culturel, hein, avec ces écrivains, ces artistes peintres, fait que les baigneurs, alors on les appelle des baigneurs, mais là déjà il ne faut plus forcément parler baigneurs, parce qu'à cette époque-là on ne vient plus pour le bain de mer. Hein. Le bain de mer, c'était le bain de mer thérapeutique, où on venait se confronter à la lame pour avoir un choc et pour guérir de tous les maux, notamment les femmes. Hein. L'hystérie des femmes était guérie justement avec cette vague qui pouvait frapper les corps. On n'en est plus là, ça c'est les années 1840, 1850. Là on est au début du XXe siècle, on vient à la mer parce qu'on a du plaisir à prendre du bain de mer et on a du plaisir aussi à se promener sur la plage et puis dans la campagne environnante. Et dans la campagne environnante, on a Tonquédec, on a ces manoirs, on a tout ce paysage, on va dire, architectural du passé qui marque justement ces nouveaux touristes qui veulent s'implanter sur le territoire. Donc référence au style médiéval, mais aussi au manoir, puisque le territoire du Trégor est émaillé de manoirs. Et là, je vous présente deux vues de la villa Parc Arlane, qui se situe sur les hauteurs de Trestraou. Alors le maître d'œuvre est inconnu, alors là je lance un peu un appel, hein, si certains ont des connaissances là-dessus, puisque j'ai visité la maison et le propriétaire n'avait pas les plans. On a trouvé des plans de monsieur Georges Robert Lefort, mais les dates ne correspondent pas avec la logique, et donc monsieur Lefort a dû intervenir dans cette villa pour faire quelques agrandissements, quelques aménagements, mais certainement il n'est pas à l'origine de la construction de la villa. Donc c'est encore une question en suspens. Donc deux vues différentes, une vue depuis l'arrivée,
et une autre vue depuis la plage. Vous voyez donc cette villa qui s'élance, puisqu'on est sur un terrain en pente, donc il y a déjà au moins 2 niveaux à racheter pour avoir ce niveau d'arrivée. Et puis, là encore, je vous remontre ça, et vous le verrez tout à l'heure, on en reparlera, ici, le manoir, mais un manoir quand même très très moderne, avec ses grandes baies. On peut imaginer ce qu'il y a derrière. Je vous laisse un peu sur le suspense. Donc, à côté, vous avez la villa Armenbraz, construite en 1904, là encore à Perros-Guirec, maître d'œuvre inconnu, là encore. Donc, elle donne sur la plage de Trestraou, du côté de Bec à Astorlor. Donc là encore, pourquoi je parle de la référence au manoir, puisqu'on n'est plus sur le château défensif avec ses tourelles, etc. On est sur un plan plus ramassé, et avec cette référence, là vous voyez, c'est lucarne à fronton. Alors d'habitude on a des frontons un peu style gothique sur les manoirs. Ici on commence à épurer un peu ce style, mais on s'en inspire. Et puis progressivement, on glisse un petit peu. Et alors là, vous voyez les dates, 1893-1894, on est encore aux prémices. Donc on est quand même contemporain à la référence du manoir, contemporain à la référence du château défensif, et c'est toute autre incursion, au-delà de cette architecture exogène un peu chantilly, qu'on voit dans certaines stations balnéaires que je vous montrais tout à l'heure, où c'est assez étonnant. Regardez ces images. Petit parc Arlane, à gauche, qui a été construite par Pierre-Henri Gilles Didot, encore, l'architecte qui est venu avec M. Deleste. Petit parc Arlane, pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai montré parc Arlane, qui a été construit après, et donc on l'a appelé petit parce qu'elle était plus petite que la villa qui l'a succédé. Pierre-Henri Gilles Didot se construit pour lui-même cette petite maison de villégiature, qui aussi lui sert un peu de cabinet d'architecte, puisque tous les architectes parisiens qui viennent pendant la saison s'implanter trouvent aussi leur clientèle localement. Donc les architectes qui arrivent, les villégiateurs qui n'ont pas encore de maison et qui voudraient s'en faire construire une, ils vont voir l'architecte, et l'architecte leur dit moi je vais vous dessiner des plans, et puis si vous voulez, au retour à Paris, on peut se voir à Paris pour la suite du projet. Alors ce que je trouve assez intéressant sur cette image, ce sont 2 cartes postales en fait. C'est ici, j'ai un peu coupé la carte postale, mais ici, on voit dans la cour, il y a d'ailleurs des visiteurs, c'est un peu comme à la brocante en fait, il y a plein de moellons et de blocs de granit. Donc M. Gilles Didot, en fait, ce qu'il aimait faire, c'était de récupérer des blocs de maçonnerie par-ci par-là, pour reconstruire. En fait, voilà, il est vraiment, lui, dans la référence au style du passé. Et d'ailleurs, cette maison Petit Parc Arlane, elle est constituée d'éléments qui sont issus d'une chapelle à Saint-Efflat. Beaucoup d'éléments, et à l'intérieur, le style est totalement gothique aussi, très, très, très médiéval. Vous voyez la photo d'à côté, et bien c'est Ben Arrastel, construite aussi par le même architecte, l'année d'après. Et là, donc, on est... Alors, c'est une maison qui a été détruite depuis, après, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle était sur la pointe du château, tout au bout, après la villa de Denis et Nacio. Il y avait cette petite maison qui a été construite pour le lotisseur, donc Monsieur Dupré de Saint-Maur. Et donc, vous voyez, c'est la même référence. Qui peut imaginer que c'est une maison de villégiature construite pour un Parisien qui vient là juste pour l'été. Et là, on se retrouve non pas sur la référence du château défensif, ni du manoir, on est sur un parti très bas, très petit, c'est plutôt la maison rurale, avec son arc cintré pour entrer dans la maison. C'est quelque chose de totalement modeste. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des architectes parisiens, à chaque fois qu'ils construisent ces maisons, pour une clientèle parisienne aussi. Et donc c'est à contre-courant de ce qu'on pourrait penser, des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent implanter une architecture totalement qu'on n'a jamais vue sur le territoire. Il faut savoir que ces architectes sont des architectes diplômés, qui ont fait l'école des beaux-arts, qui ont une connaissance de l'architecture, de l'histoire de l'architecture, de l'architecture académique, et qui veulent s'en défaire, puisque leur formation fait qu'ils peuvent s'extraire de l'académisme de leur formation pour pouvoir eux-mêmes innover dans le cadre de leur carrière. Et finalement,
Les stations balnéaires, c'est un beau laboratoire pour eux, parce qu'il n'y a rien autour. C'est un paysage totalement désert jusqu'au début du XXe siècle, là, au fin du XIXe. Ils peuvent donner libre cours à leur imagination ou à la volonté du maître d'ouvrage. Et d'autant plus qu'on n'est pas contraint par la ville, on peut s'implanter en milieu d'une parcelle, enfin, voilà. On peut donner totalement la liberté à son imagination et à ses compétences architecturales. La maison que vous allez voir maintenant, vous la connaissez, je pense tous, Silencio y Descanso, construite à Trestignel, silence et repos. C'est la maison qui a été construite pour Marcel Josette. Je vous parlais tout à l'heure de la maison Le Hédraou, ou Le Hédraou, à Perros-Guirec. Eh bien, Marcel Josette, c'est une comédienne parisienne qui s'est fait connaître avec une comédie qui s'appelait Froufrou et qui a connu un succès immense. Et donc, voilà, avec le pécule qu'elle a pu obtenir, elle s'est fait construire cette maison par le même architecte, monsieur Pierre-Henri Gilles Didot, et qui, à cette occasion, s'est associé à Théodore Lambert, qui est architecte aussi parisien. Alors, il faut savoir que monsieur Théodore Lambert, lui, c'est plutôt un décorateur. Il est architecte, mais il a écrit des livres, et on sent dans ses ouvrages, et d'ailleurs, il y a beaucoup de pages qui font référence au décor d'architecture. Et Pierre-Henri Gilles Didot, lui, il est plutôt dans la construction et dans la référence au passé, et surtout passé médiéval. Et ce que je trouvais intéressant, c'est de vous montrer une comparaison avec une construction qui a été réalisée en 1886, donc très peu de temps avant, à Chicago, par l'architecte Richardson. Et vous voyez, les deux est quand même assez manifeste. On se retrouve avec, ici, à Chicago, ces petites baies associées à lier. On retrouve ici à Silencio, ici, cet arc qui rappelle le tympan roman qu'on retrouve à Silencio. Donc là, on est vraiment sur une inspiration romane, parmi les périodes historiques de l'époque médiévale. C'est plutôt l'époque romane qui est reprise ici et que Henri Gilles Didot va utiliser. Et donc là, on voit très bien que Pierre-Henri Gilles Didot veut s'imprégner, veut ancrer sa maison dans son environnement. Il laisse la maison, là aussi, sans enduit, sans peinture. Elle est totalement brute, de granit. On voit, il magnifie même le granit, on va dire. La toiture est en ardoise de Saint-Éflamme, donc une ardoise très épaisse, très locale. Alors même qu'à l'époque, l'ardoise d'Angers est déjà importée en Bretagne. Là, on s'ancre vraiment dans le territoire, sur le territoire. Et pour lui, le territoire, c'est le médiéval. Le Trégor, c'est la période médiévale. C'est l'âge d'or médiéval. Et alors, là, vous êtes sur Trestrignel. Vous faites dos à cette villa. Et en face, vous voyez une autre maison qui s'appelle l'Annecoq. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est sa petite sœur. Elle a été construite en 1896 par Théodore Lambert, donc, qui s'était associé à Gilles Didot sur la villa Silencio y Descanso. Théodore Lambert, alors moi je trouve cette œuvre magnifique. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous lire ce qu'il a écrit, parce que cette maison a été publiée dans un recueil d'architecture. Et voilà ce qu'il écrit, c'est l'architecte qui l'écrit lui-même. Cette maison est perchée comme un nid de mouette au sommet d'une falaise escarpée. Cette maison est construite dans un style fruste et sobre qui convient bien à un bâtiment si hardiment exposé. Lui-même face à la mer, face au vent. Son aspect général est celui de la chaumière dont elle est volontairement inspirée. Donc vous voyez la référence. Alors c'est une belle chaumière, donc on est d'accord. Et vous voyez, c'est plutôt cette référence au patrimoine et à l'architecture rurale et vernaculaire. Et alors là, quand je vous disais tout à l'heure que Théodore Lambert, c'est quelqu'un qui a un sens du décoratif, alors là, il s'en donne à cœur joie. Vous voyez ici, ça c'est le mur d'enceinte qui isole la parcelle de la rue. Ce sont des galets qui ont été posés sur le dessus
Donc, graduellement, du plus gros au plus fin sur le haut. Donc, on a une graduation de la taille du galet. Ici, on a le même principe qu'à Silencio, une succession de petites baies, avec en bas cet arc qui fait penser au tympan éventuellement d'une église romane, qui est surmonté ici d'une fenêtre pour éclairer le vestibule d'entrée. Et alors, regardez ce jeu, donc ce traitement du granit, qui est ici en ronde bosse. C'est vraiment une œuvre extraordinaire qui équivaut vraiment à Silencio. Et là encore, imaginez ce qui se passe derrière, on le verra tout à l'heure. C'est ce qui fait que c'est une maison de bord de mer. Ici, une autre villa, la seule villa protégée au titre des monuments historiques sur la côte, la villa Rochefontaine, qui a été construite vers 1903 à Pyros-Guirec. Là encore, le maître d'œuvre est inconnu. Pas de plan qui existe. J'ai visité la villa, les propriétaires n'avaient rien. On a juste un plan signé de Jean Lecor, dont je vous reparlerai tout à l'heure, mais c'est parce qu'il a effectué une addition dans la construction. Donc c'est pas lui qui est du tout à l'origine de cette construction. Alors par contre, une villa très intéressante, parce que je vous fais comparer à la maison qui est à côté, qui s'appelle The Red House, qui a été construite en 1859 dans la banlieue de Londres par Philip Webb. Philip Webb est un architecte qui est vraiment pionnier dans le mouvement Arts and Crafts. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement, qui a d'ailleurs été créé dans ces années 1850, qui prône en fait le travail des artisans et qui pense que finalement il faut allier le pratique et le beau. Donc ils vont remettre au goût du jour toutes les activités artisanales, des papiers peints faits main, etc. Et l'architecture de The Red House est innovante puisque elle est organique. C'est ce que va prôner ensuite Viollet-le-Duc, c'est-à-dire que l'architecte se dit à l'intérieur, il y a des fonctions différentes et ça doit se voir à l'extérieur. Donc peu importe s'il y a un morceau qui ressort, etc. Là, vous voyez par exemple, on peut imaginer qu'ici, on a une cage d'escalier. Ici, éventuellement aussi, on a peut-être un escalier ici. Vous avez ici un traitement différencié des ouvertures. Elles ne sont pas toutes de la même taille. On n'est pas sur la symétrie. Vraiment, ça bouge, c'est fluctuant. Vous avez donc une baie très haute. Ici, vous avez des formats hublots. Donc c'est ce qui va être ce qu'on va appeler la villa organique, la villa qui finalement, les fonctions intérieures se voient à l'extérieur. Et la villa Rochefontaine, on est dans cette idée-là, avec cette notion quand même historiciste. On a derrière ici une tourelle, une autre ici qui a été ajoutée. On est encore dans cette référence du manoir, du passé médiéval, du territoire, mais déjà, on sent qu'avec toutes les addictions de la villa, on est déjà dans la villa moderne. On n'est plus dans la symétrie des maisons de bourg qu'on trouve jusqu'alors dans ces bourgs. Et donc, dans ce même principe d'associer la villa à son environnement, c'est aussi l'environnement qu'il côtoie au quotidien. Pas forcément ce qui vient du sol, le granit, mais aussi ce qui l'environne, la plage, etc., la mer. Vous avez ici la villa Le Roc, aussi une de mes préférées sur toutes celles que j'ai vues, qui a été construite par un des fils de M. Courpeau qu'on a vu tout à l'heure, qui s'appelle Paul-Joseph Urbain-Courpeau. Elle a été construite en 1904, cette villa. Elle fait face en fait à l'île Renotte. Donc vous voyez, elle a, on va dire, les pieds dans l'eau, mais surtout les pieds dans le roc. Et elle porte très très bien son eau. Et vous voyez, en fait, elle sort, vraiment, on sent qu'elle sort. Alors ça, c'est un gros bloc de granit rose, et elle a été implantée sur ce roc. Et donc, elle sort immergée de ce bloc de granit. Et quand j'ai dépouillé un certain nombre de recueils d'architecture dans le cadre de mes recherches, j'avais trouvé, en 1903, cette étude de l'architecte Collin, qui est parue dans la revue Moderne Bauformen, et qui montre cette volonté à l'époque d'immerger l'architecture dans son environnement. Vous voyez, l'esquisse de M. Collin, là on est en bord de mer, on le voit bien, on a les rocs, cet aspect un petit peu mouvementé de l'environnement,
eh bien on va essayer de le dompter avec ce gros soutènement en pierre, cette grosse maçonnerie, et puis en haut on a cette architecture qui semble un peu se modeler avec le vent. Eh bien on a cette même notion avec la villa Le Roc à Trégastel, une villa qui en fait a été construite pour un écrivain, l'écrivain Jules de Gastine, qui a d'ailleurs une pièce isolée. Là encore on est sur cette idée de la maison moderne. Il y a cette villa, et à côté, on accole le bureau pour l'écrivain, pour qu'il soit au calme, pour travailler hors de la vie familiale. Et donc cette villa, elle a ici aussi, ici ça fait une forme triangulaire, on est comme sur un navire, comme quand on est à l'intérieur de cette villa, on se croit avancer vraiment vers la mer, c'est vraiment une impression physique très intéressante. Donc là, on est jusqu'aux années 1910, à peu près, 1905, 1910. On est sur des architectes parisiens qui vont tâtonner un petit peu, qui vont un peu imprimer le paysage, et qui va nous amener vers la période d'entre-deux-guerres, où va éclore le style régionaliste. Le style régionaliste qui est un mouvement qu'on trouve partout en France, qui on retrouve dans le Pays Basque, du Néo-Basque, en Alsace, la même chose, dans le pays champenois. Ce sont des architectes, alors c'est une autre génération d'architectes. Il y a des écoles d'architecture qui sont créées dans les régions. Avant, pour être architecte, il fallait aller à Paris et faire une formation d'architecte. Désormais, il y a des écoles d'architecture dans les régions. Donc les Bretons vont pouvoir se former dans leur région. Et il y a ce style régionaliste qui va éclore, qui est issu de toutes ces études qu'on a vues, ces esquisses, c'est un peu ce laboratoire qu'on a vu sur les stations balnéaires qu'on vient de voir. Donc c'est un mouvement national en fait, qui va émerger, et qui va émerger différemment selon les territoires, selon les architectes, et puis on va voir comment il émerge sur la côte de Camille. Vous connaissez tous, je pense, James Bouyer, l'un des fondateurs, ceux qui ont écrit sur ce nouveau régionalisme, cette nouvelle architecture bretonne de l'entre-deux-guerres. Je vous ai mis deux exemples totalement différents justement de sa production pour vous montrer. Et là, ce sera mon propos, ce sera le même pour tous les architectes que je vais vous présenter. Ils sont formés, ces architectes. Donc, ils ont la connaissance académique et ils ont la capacité de triturer, de manipuler l'architecture et d'en faire ce qu'ils veulent. Et donc, vous voyez, la première exemple, Mer et Falaise en 1928 à Tréverdun, face à la grande plage de Porstermen, eh bien, il reprend ces mêmes références gothiques, finalement, James Bouyer, vous voyez, il y a des arcs brisés, il y a cette grande lucarne triangulaire, alors très stylisée, on a juste un triangle, on n'est plus sur la lucarne flamboyante qu'on trouve sur les manoirs, c'est très stylisé, mais on retrouve quand même cet esprit gothique qu'on a vu tout à l'heure dans les premières utilisations du style néo-médiéval. Mais là, il épure la chose. Et la deuxième villa, vous voyez, 5 ans plus tard, à Trégastel, la villa Kellen, eh bien, elle est totalement différente. On n'est plus du tout sur les mêmes références. Et finalement, cette villa Kellen, elle illustre plus précisément, justement, les écrits. Il a écrit plusieurs traités sur l'architecture régionaliste James Bouyer. Et finalement, cette notion de la villa bretonne moderne, elle est représentée par Kellen, avec une signature de James Bouyer qu'on retrouve beaucoup. On ne voit pas forcément sur cette photo, je vais vous expliquer. Ici, cette baie-là, on retrouve la même en angle, en fait. Ce qui fait que, et là encore, on est en bord de mer, donc il faut jouir de son environnement. On a une vue très élargie sur la mer, puisqu'on a une vue d'angle. Et ça, c'est une signature, James Bouyer a beaucoup utilisé ce système. Donc vous voyez, là, on oublie la référence gothique. Par contre, on est, selon James Bouyer, sur une architecture régionaliste moderne, un style breton moderne. Une maison un peu plus basse, avec des toits qui sont beaucoup plus bas, qui vraiment chapeautent vraiment la maison. Un autre architecte qui est connu, alors là régionalement, Georges Robert Lefort, qui n'a pas beaucoup construit sur notre territoire, mais voilà, je tenais à vous montrer celle-ci. Alors elle était tardive, celle-ci, après-guerre, 1947, on est à Trégastel. Et donc voilà aussi la vision du style régionaliste breton de M. Lefort. Une maison assez simple, vue sur mer en tout cas, la photo de gauche.
où on retrouve toujours ces lucarnes au niveau du toit qui forment un triangle. Et alors là, vous voyez, hein, je fais exprès de vous montrer plusieurs photos comme ça, vous voyez que des poncifs qui commencent à revenir. Cette architecture de l'entre-deux-guerres en Bretagne, et notamment sur la côte de Granit Rose, va reprendre ces poncifs. Ce sera quoi? Ce sera le toit très pentu, ce sera un fronton pignon, hein, donc, je vous montrerai tout à l'heure des exemples. C'est ces lucarnes triangulaires, des fois des boules, juste des boules de granit comme ça. Je vais vous montrer. Maintenant que je vous dis tout ça, vous allez pouvoir regarder peut-être plus précisément les photos. Donc tout ça, c'est des éléments, des détails qui vont faire qu'on est sur l'architecture régionaliste bretonne, qui va être utilisée à présent par les architectes. Vous avez la vue sur mer, mais aussi la même vue de Kestiélik, vue sur l'arrivée, avec cette notion encore au manoir, avec la tourelle d'escalier. Robert Vittas, ensuite. Alors lui, Robert Vittas, il est champenois d'origine, et puis comme beaucoup d'architectes, il voit que la clientèle est plutôt en bord de mer, il vient s'installer à Perros-Guirec. Donc deux villas, une à Trégastel, à Velleroux en 1937. L'autre, alors je n'ai pas précisé, excusez-moi, c'est la deuxième, elle est sur la plage de Trestraou. Donc Robert Vittas, alors là vous voyez, alors lui il utilise tous les poncifs de l'architecture bretonne, alors avec ces lucarnes ici à fronton triangulaire, les petites crossettes, c'est ce que j'appelle les crossettes, c'est ces petites bouts de granit hein, qui dépassent, ça c'est ce qu'on appelle des crossettes, qui étaient avant sur l'architecture rurale, qui étaient associées à la chaumière, en fait, au chaume, donc ça débordait un petit peu pour laisser pour que le chaume s'appuie, et donc par extension, voilà, on utilise la crossette à poison. Donc là, voilà, le fronton pignon hein, totalement exacerbé, la petite crossette, l'arc-plein cintre aussi. Ça, c'est une des caractéristiques. On va, James Bouillet utilise un peu l'arc-plein cintre, puisque lui, arc cintré, pardon, puisque lui, il fait plutôt référence au gothique, mais en général, les architectes de l'entre-deux-guerres utilisent l'arc cintré. Un autre architecte, René Ronsin, lui, il est... alors, excusez-moi, la photo, c'est issu d'une diapositive, donc pas très bon. Donc, c'est une maison qui a été construite à Trébordin, qui s'appelle Carrerwan, entre-deux-guerres. René Ronsin, il est installé à Trébordin. Alors, lui, c'est pareil. Hein. Regardez, alors là, vous avez des petites boules, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Elles sont sur les piliers. Des fois, les boules, elles sont carrément sur l'architecture, hein, au niveau du toit. On voit ces éléments. Donc, toujours la même chose, les crossettes, le fronton pignon. La petite niche, alors ça aussi la petite niche, quelque chose d'assez fréquent, symbole de la Bretagne. Et alors René Ronsin, ça va être le premier sur la côte à utiliser, alors lui il utilise à foison ce fronton triangulaire en façade, et c'est le premier qui va utiliser un fronton asymétrique, donc il va jouer après sur la forme de ce fronton. Un autre architecte qui a beaucoup produit sur la côte pendant l'entre-deux-guerres, Henri Menet. Henri Menet, il était installé à Perros-Guirec. Et alors lui, alors vous voyez, il joue un petit peu plus avec le style. Il a trois exemples ici, où en fait, vous voyez des mélanges. Hein. Lui, il est un peu plus éclectique, on va dire, il mélange un peu les styles. La maison Jopijac, en 1929 à Perros-Guirec, donc celle-ci est implantée à Trestraou. Vous voyez qu'il utilise, lui, la référence au pont de bois, un peu le style normand, qu'il utilise un petit peu ici aussi. Ici, on a du faux pont de bois avec, alors ce qui n'était pas du tout utilisé pour les puristes, on va dire, de l'architecture régionaliste, il utilise la demi-coupe, vous voyez ici. Donc on voit que Henri Menet, lui, il est un peu inspiré par ce qui se passe sur la côte normande, on va dire, hein, plus inspiré du style Chalet. Alors quelque chose qui signe, vous verrez des maisons avec des pans coupés comme ça, ici. Vous pouvez être sûr que c'est Henri Menet, c'est sa signature, hein, il y a des architectes comme ça, ils signent leur production avec des détails d'architecture qui leur sont propres. Et la maison du milieu, hein, 1933, les Ajoncs, visualisez peut-être, hein, c'est devant, quand vous êtes sur la plage de Trozou, vous voyez cette grosse maison. Et bien, vous voyez un petit peu, là je vais me répéter, mais c'est quand même essentiel de voir que ces architectes, ils savent jouer des formes et des styles en fait. Hein, et ils savent, en fait, ils ont leur propre goût, mais c'est aussi finalement le maître d'ouvrage qui voudra une maison plus ou moins bretonne, plus ou moins normande.
Et Henri Menet, on peut dire, lui, s'oriente un peu plus vers ces styles un petit peu plus exogènes. Et il doit beaucoup produire. Alors, un petit détail que je voudrais vous montrer sur cette photo, c'est aussi tout ce qui entoure la villa, qui est important et qui peut tendre à disparaître. C'est, regardez, la clôture, qui donne carrément aussi le style à la villa. Il faut savoir que ces clôtures, à l'origine, étaient réglementées. Il fallait qu'elles fassent, il fallait pas qu'elles fassent plus d'1,20 m de haut, elles devaient être en bois, à claire-voie. On devait voir souvent la mer à travers ces claires-voies, c'est pour ça qu'on demandait des murs pas trop hauts. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie aussi de la physionomie des stations balnéaires, de la rue, et est associé directement à la maison, au style de la maison. Donc quand on parle des villas, c'est aussi la villa et son environnement. Il faut faire attention. Un autre architecte qui a beaucoup construit sur la côte, Jean Lecor, qui a construit là Rosemeur, je vous ai mis un exemple, vers 1927. Donc Rosemeur, alors Jean Lecor, en fait, lui, il est installé à Perros-Guirec ou à la Donge, je crois que Perros-Guirec, où il a deux, en fait, souvent ils ont deux cabinets, en fait, ça multiplie la clientèle. Alors Jean Lecor, lui, il a beaucoup construit d'hôtels de voyageurs, il a construit aussi la Poste à Perros-Guirec, et lui, son influence, c'est un peu l'art déco. Art déco dans le style, dans le sens, on épure les murs, enfin, on a des lignes un peu plus sobres, et je pense que ça se voit assez bien dans cette maison. On n'est pas avec une exubérance de balcons, de toits qui débordent. On a juste ce pignon en façade, où on joue à la fois du pignon, que je vous montrais tout à l'heure, du pignon, du fronton pignon en façade, mais derrière il joue avec une toiture aussi. Donc finalement il n'amorce pas, il ne dit pas je suis fait du pur breton d'entre-deux-guerres. Moi je fais un peu mon style, en plus faux en bois, donc lui aussi il s'inspire du style normand, on va dire. Mais on sent cette touche un peu plus épurée, mais qui rentre aussi dans cette veine régionaliste de l'entre-deux-guerres. Donc on a vu un tas d'architectes diplômés, qui savent manier du crayon et de leur formation d'origine. Et puis il y a tout un tas d'entrepreneurs aussi qui vont travailler sur cette côte et qui vont s'inspirer justement des productions des architectes. Il y en a plusieurs, je vais vous citer les frères Coulombeau qui étaient implantés à Perros-Guirec, qui ont travaillé, un des frères, alors c'était Robert et Maurice, je crois que c'est Maurice qui a travaillé beaucoup avec René Ronsin, dont je vous ai montré des exemples tout à l'heure. Alors les frères Coulombeau, là, c'est des maisons qui se sont construites pour leur propre usage. Et finalement, quand un entrepreneur se construit une maison, c'est un peu comme un catalogue. Ils montrent aussi à leur clientèle ce qu'ils sont capables de faire. Et donc là, finalement, on se retrouve avec les poncifs de l'architecture néo-bretonne, le fronton pignon, les crossettes. On a toujours cette référence, on hésite entre la tour du château et puis la tour à vis, l'escalier à vis du manoir, mais en tout cas, il y a toujours cette référence-là. Et puis son frère, lui, il est un peu plus dans le balnéaire, vous voyez, demi-croupe, ce que je vous montrais tout à l'heure avec Henri Menet, avec cette inspiration un peu plutôt de la côte normande. Et alors, des éléments dont j'aurais vous reparler tout à l'heure, il y a quand même, parce qu'on est au bord de la mer, un balcon, un beau rideau, tous ces éléments qui font qu'on n'est pas sur l'imitation de la maison rurale comme on a vu tout à l'heure avec la Villa Sénation. Alors, bien sûr, toutes ces architectures de l'entre-deux-guerres vont nous amener à l'architecture qu'on retrouvera à foison après la Seconde Guerre mondiale, du style néo-breton que chacun connaît. Je voulais vous montrer cette maison qui est assez atypique et annonciatrice. Elle a été construite en 1931 à Perros-Guirec, sur les hauteurs de Tresrao. Elle se situe dans le virage, quand on va vers Poumanac. Elle a été construite, à Arsavéole, elle a été construite par des architectes parisiens, Raguenet et Maillard. Et donc elle a une vue sur la... Alors pas sur la plage de Tresrao, enfin elle voit la plage de Tresrao, mais c'est plutôt sur le large et les sept-îles, on va dire. Et alors c'est une villa un petit peu vraiment, on sent la patte de l'architecte derrière.
D'un côté, alors, ils utilisent aussi les poncifs de l'architecture néo-bretonne, avec ce fronton-pignon, il y a des petites crossettes sur les côtés. Et puis vous voyez ce parti, là c'est l'arrivée, vue sur l'arrivée, ce parti très ramassé, avec ces petites tourelles qui ne sont pas... qui prennent en exemple la tourelle qu'on voyait tout à l'heure, la tourelle du château, sauf que là elles sont très ramassées. Donc c'est une autre vision, une autre adaptation du style, de tous les styles qu'on a vus tout à l'heure. Une villa qu'on pourrait penser construite après la Seconde Guerre mondiale, mais qui est quand même très novatrice en 1931. D'autres qui sont dans ce cas-là, la villa Warwargarek, vers 1937 à Perros-Guirec, par Marcel Pruvost, architecte parisien lui aussi. Je ne sais pas, quand vous voyez cette maison, je ne sais pas si vous imaginez qu'elle a été construite avant la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même une villa très moderne pour son époque, qui reprend déjà elle aussi tous les poncifs et qui les modernise. Le fameux fronton-pignon et un parti très ramassé, très bas. À côté, vous avez la villa Aveldron qui se trouve sur la plage de Tresgrignel, dessinée par James Bouillet, à partir de 1939. Vous voyez, alors, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de ces deux baies qui sont en angle, qu'on retrouve ici, signature de James Bouillet, et donc une villa, là encore, où on retrouve le fronton-pignon, les crossettes, enfin, tous les poncifs, et là qui, en fait, on va enduire la maison. Et donc là, on va glisser sur la physionomie de l'architecture néo-bretonne d'après-guerre, avec des maisons qui reprennent ce même poncif, mais qui vont faire disparaître le granit apparent qu'on a vu tout à l'heure, toutes les diapos précédentes, mais qui vont nous amener vers un autre style breton d'après-guerre. Et donc, une petite photo sur le côté quand même pour vous rappeler les origines de ce fronton-pignon, d'où ça vient. Eh bien, ce sont des maisons à avancer qu'on trouve en Bretagne, beaucoup dans le Finistère, notamment dans le Léon. C'est ces maisons qu'on nomme aussi à Potéis, qui permettent en fait de placer la table dans les pièces, dans les fermes. C'est dans ce point-là, cette avancée qui plaçait la tablée. Et donc les architectes vont prendre référence sur cette maison avancée pour dessiner ces maisons avec des fronton-pignons. Le néo-breton d'après-guerre, eh bien une maison ici construite par Jean-Pierre Lemeur à Trégastel, où on est vraiment à la transition, où on se retrouve avec tous ces poncifs du néo-breton, fronton-pignon, les lucarnes triangulaires, etc., etc. Maintenant, je crois que vous avez compris les références. Et on est quand même là encore sur des projets assez conséquents, puisqu'on se retrouve quand même avec des villas avec un granit apparent. Et d'ailleurs, le granit, à cette transition avant et Première Guerre, Seconde Guerre mondiale, pardon, on va jouer du granit, alors qu'auparavant on était surtout sur du moellon de granit et on avait des chaînes d'angle, les encadrements des becs étaient en granit rose. Là, on va commencer à montrer la spécificité et puis le statut du propriétaire en jouant sur la forme des moellons de granit qui sont plus ou moins appareillés. On va jouer sur leur forme, plus ou moins long. On va aussi mêler du granit gris, du granit rose, tout ça pour donner un caractère un peu plus poussé à cette architecture qui devient finalement basique. Ce type d'architecture, on va retrouver à foison ensuite sur les littoraux. Alors maintenant, juste pour le clin d'œil, voilà, je vous ai montré toutes ces maisons néo-bretonnes, mais il ne faut pas oublier quand même, et je ne voudrais pas passer à côté, des maisons qu'on retrouve aussi sur la côte de Granit-Rhône. La Pagode, on trouve à Trégastel en 1930, maître d'œuvre inconnu. Alors la Pagode qui porte son nom parce qu'on a ce toit débordant qui fait penser à une pagode asiatique, mais qui a un sous-bassement en granit rose. À l'étage, on a un aspect rustique avec ce faux pan de bois, mais vraiment c'est comme si on avait mis des morceaux de branches d'arbres. Donc alors une villa totalement unique, on n'en a pas deux comme ça, il n'y en a qu'une. Et donc je ne connais pas le maître d'œuvre, c'est encore une question en suspens. Et la villa de droite, eh bien, elle se trouve à Trébernin, elle est sur l'Anne-Kérélec. Et donc c'est René Ronsin qui l'a construite.
Tout ça, c'est pour vous dire aussi, tout à l'heure, je vous ai montré une architecture de René Ronsin qui, lui, utilisait le style breton à foison. Il avait tous les poncifs, il les mettait, il les plaquait, et ça faisait vraiment la maison bretonne pur jus, on va dire. Et bien là, lui, il est capable aussi de faire une maison néo-basque. Ils ont ces compétences-là. Alors, ça, c'est une photo des années 2000. Depuis, la villa a été restaurée, rénovée, depuis mon étude. Deux autres cas qui sont atypiques, mais pas pour des raisons stylistiques, pour des raisons réglementaires, on va dire. Ce sont les servitudes de non altus tolendi, c'est-à-dire des règlements qui imposent de ne pas dépasser une certaine hauteur. Notamment ici, vous avez à Tréberlin, alors une maison très ancienne, 1896, ça fait partie des premières villas de Tréberlin. Le maître d'œuvre est inconnu. Cette villa, en fait, elle n'a pas de toit parce qu'il y avait un sémaphore et il fallait préserver la vue pour le sémaphore. Donc c'est cette servitude non altus tolendi qui est appliquée là, et donc type plate a une absence de toit. Et pourtant, ça lui donne un aspect finalement très très moderne en 1896 parce qu'elle n'a pas son toit. La maison qui était sur l'île Millau, la villa d'Aristide Briand, donc vous la voyez mieux sur mon écran, elle non plus n'avait pas de toit pour ces mêmes raisons de réglementation. Cette maison a été détruite depuis mon étude. Elle était, l'île Millau était en propriété du Conservatoire du Littoral. Alors parmi les autres architectures un peu atypiques, juste deux images de l'architecte Roger Leflanchec que vous connaissez peut-être. Le pauvre Roger Leflanchec qui a dessiné beaucoup de maisons, beaucoup de projets, mais qui à l'époque n'était pas du tout compris et tous les permis de construire étaient rejetés. Donc le fond a été déposé dans les archives publiques et on voit le nombre de projets qui n'ont pas été réalisés. Et il y en a deux qui ont été réalisés ici. Vous avez sa première villa, la maison, la villa Smith, très difficile à dire, je l'ai pas dit d'ailleurs, à l'île Grande, vous ne pouvez pas la louper. Elle est à l'angle de deux rues, construite vers 1936-38 pour un dirigeant d'une carrière de l'île Grande. Et alors, c'est totalement novateur en effet pour l'époque. Vous voyez, alors Roger Leflanchec, il est passé par le cabinet de Jean Fonny, un architecte départemental. Et donc il était très inspiré au début de sa carrière par l'architecte. Et donc vous voyez, c'est vraiment sa première villa, la villa de jeunesse, et vous voyez déjà ce style totalement atypique, où il fait un peu référence à la petite tourelle qu'on peut trouver souvent à Roscoff. Il reprend ce pignon, ce fronton pignon, et qu'il casse en fait. Lui, il le laisse apparent, il le casse par cette petite tourelle qu'il appose. Il y a cette espèce d'excroissance triangulaire là qui paraît un peu agressif, mais qui finalement rappelle l'environnement dans lequel il est. On est en bord de mer, c'est grand, quand les vents soufflent, voilà, on a l'impression que le toit il va partir parce que il y a ce vent fort qui souffle. Et donc c'est vraiment une architecture organique là encore, qui s'adapte à son environnement et qui parle, qui exprime ce qui est à l'intérieur. C'est vraiment très novateur. La deuxième villa que je vous présente, c'est la villa Les Primes Verts à Tréberlin, donc le long de la page de Porsterman, qui malheureusement a été détruite. C'est pour ça que je vous la présente. Donc là, carrément, on voit l'influence de son maître, on va dire, formateur, Jean Fonny, avec cette inspiration néo-normande, les faux pans de bois. Mais une villa totalement massée, où on reconnaît aussi la signature de Leflanchec dans ses premières réalisations, avec la souche de cheminée, qui est très imposante et ajourée. Et une villa implantée dans le sol, vous voyez ce mur-là, ces contreforts, ici. Là, clairement, elle n'a pas besoin de ça, la maison, pour tenir debout. Mais il accentue cette impression de maison qui s'intègre vraiment, qui s'ancre sur le bord de mer, puisqu'on est dans un environnement, comme disait tout à l'heure dans Lambert pour sa maison, un environnement qui est soumis aux assauts du vent, de la mer, des embruns. Donc un environnement hostile, et dans lequel la villa doit cohabiter et doit s'implanter. Voilà pour le panorama des styles de l'entre-deux-guerres qui vont ensuite muter après la Seconde Guerre mondiale. Et on va passer à la seconde partie de l'intervention
Qu'est-ce qui fait que ces villas sont quand même un peu différentes des maisons qu'on trouve en ville? Et avec ces notions, on est en bord de mer et on habite là pendant la saison, juillet, août. Au début du siècle, on restait un peu plus longtemps. Hein, souvent, l'entrepreneur, le chef d'entreprise restait à Paris pour ses affaires, et puis la famille venait de juin à septembre. C'était des saisons très longues. Donc là, il y a quelques éléments qui nous rappellent qu'on est en bord de mer et qu'on est là pour l'agrément. C'est une maison dans laquelle on vient pour le plaisir d'être au bord de la mer et d'être en famille. Donc, 3 exemples qui montrent qu'une des solutions architecturales, c'est de profiter de la mer sous toutes ses formes, de la vue, mais aussi des emprunts qu'elles peuvent nous envoyer quand on est sur ces balcons. Vous voyez la profusion. Alors, Eva, vous voyez encore, tout à l'heure, je vous parlais d'Henri Menet qui avait cette solution des pans coupés avec des fenêtres. C'est une solution aussi qui permet de voir la mer de n'importe quel côté, qu'on soit dans cette petite pièce. Vous voyez, c'est des petites maisons à chaque fois. On n'est pas sur des grosses villas de dinars où à l'époque c'était l'aristocratie qui venait construire à Dinard. On est sur d'autres périodes. Là, sur la côte de Granit-Roux, on vient pour le plaisir, et vous allez le voir, on ne vient pas forcément pour recevoir, on n'est pas là pour des mondanités, on est là pour profiter des paysages environnants. Donc vous voyez ici profusion de balcons, de beaux windows qui viennent prolonger l'espace intérieur. Donc autant le balcon agrémente aussi le volume extérieur de la villa, autant le beau window permet, c'est une solution anglaise, qui permet en fait de prolonger l'intérieur vers l'extérieur. Et quand on a des journées même estivales avec une petite brise, avec des embruns, on peut quand même être dans son beau window, profiter de la vue sur mer et ne pas subir ces assauts climatiques qui n'apparaissent plus le lendemain, on le sait très bien, il ne fait pas beau aussi l'été, bien sûr. Donc on est en capacité, comme ça, avec ces différentes solutions architecturales, de profiter pleinement, quelle que soit la météo, du bord de mer. Ce qui est intéressant aussi dans ces architectures, c'est de voir, alors surtout pour les premières villas, qu'on vient donc en famille. Et ce qui est intéressant dans ces villas, c'est une division verticale des fonctions. Ici, vous êtes sur la villa Caire d'Or, qui a été construite par un architecte parisien, Charles Eves, devant la plage de Tresraoult en 1908. Et vous voyez donc les plans, je les ai retrouvés dans un recueil d'architecture. Et vous pouvez voir qu'au sous-sol, on a toutes les pièces de service. Parfois, on pouvait même avoir les domestiques qui logeaient dans ce sous-sol. Le sous-sol qui est ici. Ce qui est intéressant sur ce plan, c'est qu'on voit ici 2 pièces qui s'appellent des cabines. Et on peut supposer que c'était des cabines justement pour les bains de mer. On n'avait pas forcément la cabine sur la plage, mais on pouvait déjà se dévêtir. Et on peut même imaginer d'avoir un espace avec de l'eau chaude en fait. On avait des bassines d'eau chaude pour se réchauffer après le bain. Vous avez ici la cuisine, donc au sous-bassement. Vous avez la cuisine, à côté un office. Depuis l'office, vous avez un monte-plat qui monte alors au premier étage, ici, et ensuite, excusez-moi, je suis là, voilà, ici, qui monte ici un second office à l'étage supérieur pour ensuite amener les repas dans la salle à manger. Et donc vous voyez que les 2 derniers niveaux, ils sont essentiellement composés de chambres. Vous avez vu le nombre de chambres qu'on a ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec plusieurs lits. Là on voit bien qu'il y a un plus petit lit, donc on imagine qu'il y a plein d'enfants, donc c'est des maisonnées pour recevoir des familles. Donc, sous-bassement, espace de service, premier étage ou rez-de-chaussée surélevé, vous avez les pièces de réception, salon, salle à manger où on déjeunait, on ne mangeait pas dans la cuisine était essentiellement destinée à préparer les repas, et puis les 2 derniers niveaux qui étaient destinés aux chambres. Donc division verticale de toutes les fonctions. Un autre exemple de maison, alors je ne sais pas si les plans ne sont pas très nets, la villa Kerarwick à Perros-Guirec, construite entre 1907 et 1911 par l'architecte Courroux, là encore,
où l'on voit, alors malheureusement on ne le voit pas bien, mais là au niveau du sous-boisement, vous avez un logement pour le chauffeur. À l'époque, 1907-1911, les familles parisiennes venaient avec leur voiture hippomobile, puis ensuite leur automobile. Ils avaient un garage isolé de la maison, souvent qui donnait sur la rue. Donc soit le chauffeur logeait au-dessus du garage, soit il avait une chambre dans le sous-bassement de la maison. Il ne partageait pas la vie commune avec la famille. Et les domestiques souvent étaient en sous-bassement ou dans les petites pièces au niveau des étages. Et c'est ce que je voulais vous montrer ici à Kerry, où en fait vous avez ici l'escalier pour la famille qui monte à chaque niveau. Et au dernier niveau, ici, vous avez un autre escalier, beaucoup plus pentu et plus étroit, pour les domestiques, pour loger sous les toits. Donc vous avez une graduation hiérarchique comme ça à chaque fois. Je reviens sur l'image précédente pour vous montrer le salon salle à manger de la maison Pierre d'Or. Donc on voit bien, elles sont orientées vers la mer. C'est ça l'intérêt d'être au bord de la mer, c'est qu'on a un paysage magnifique, pourquoi pas en profiter, pourquoi mettre le salon de côté de la rue. Donc systématiquement, la division horizontale, donc à chaque niveau, on va essayer de profiter au maximum de la vue sur mer, avec donc ces balcons, ces beaux windows, mais aussi l'usage des pièces. On va profiter de la vue sur mer en mettant le salon, la salle à manger pour être le plus longtemps possible avec cette vue. Et donc tout ce qui est escalier, cuisine, tout ce qui est pièces de service va se retrouver de l'autre côté, du côté de la rue. Là encore, c'est une spécificité des maisons en bord de mer. On ne retrouve pas spécifiquement dans les maisons, dans les villes en fait. Et c'est ce qui va aussi nous amener vers la maison moderne. La maison de villégiature va donner un autre regard à l'usage de la maison, plus fonctionnel, plus adapté à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut vivre dans sa maison. On n'est plus dans l'apparat, en tout cas dans ces maisons-là. On veut juste profiter de ce que l'environnement nous offre. Ici, une maison Savéole à Perros-Guirec, on est là près du Rannonien, une très très belle maison aussi, très simple mais finalement très très belle, où vous voyez en fait que finalement, eh bien les mondanités, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on se retrouve avec cet espace unique qui est un salon salle à manger. Donc vous avez ici l'entrée, et puis hop, vous pouvez rentrer directement par cette pièce ici, et vous avez une grande pièce commune qui sert de salon salle à manger, avec aux étages, bien sûr, aux deux étages supérieurs, les chambres. Là, on rentre un peu plus dans ces villas, avec une caractéristique sur cette côte, qu'on a bien sûr certainement sur d'autres côtes, mais là, on a une concentration assez importante de ce type d'espace. Ce sont les salles sous charpente, qui souvent sur les plans sont appelées hall. Donc on sent l'influence anglaise à l'époque de ce hall qui est un espace à la fois de passage, mais aussi donc, qui sert de vestibule, d'entrée, mais aussi de pièce de vie. C'est le fameux hall anglais. Et chez nous, ce hall, il a aussi une autre référence, c'est la salle haute ou basse sous charpente des manoirs. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les manoirs, on avait un premier niveau d'arrivée où on avait la pièce où le seigneur recevait les personnes pour recevoir l'impôt, pour prélever l'impôt, etc. Et au premier étage, on avait une salle, ce qu'on appelle la salle haute sous charpente, qui n'avait pas de plafond, qui était en fait sur 2 niveaux, et où on voyait la charpente apparente. Et donc c'était un grand espace, très haut en volume, et qu'on appelait la salle haute sous charpente. Très rares sont les manoirs qui ont maintenant, qui laissent apparaître cette disposition, puisque finalement, vous imaginez la chaleur, etc. On a préféré souvent mettre un plafond à ces salles, qui donc il n'y en a plus beaucoup de visibles. Et ici, on se retrouve avec ces exemples. Alors, je ne vous cite pas les villas parce que on a eu l'autorisation de faire les photographies des intérieurs, mais les propriétaires n'ont pas souhaité que ce soit vraiment publié. Donc moi, je vous les présente là aujourd'hui. C'est un petit peu
quelque chose d'inédit, on va dire. Je vous ai juste mis des dates, je ne vous préciserai pas où c'est, mais à chaque fois, vous voyez, on est sur des hauteurs sous plafond très intéressantes, qui donnent vraiment un aspect majestueux à cette pièce, qui sont à la fois des pièces de réception, mais aussi des pièces de vie. C'est vraiment là où on a le salon, la salle à manger, c'est le cœur de la maison. Et où, à chaque fois, on a des systèmes de vue. Vous voyez, à chaque fois, une baie très très grande pour acquérir ce grand espace. Vous voyez ici, on est sur, finalement, cet exemple, ce dernier-là, 1927, vous voyez, c'est aussi une formule qu'on utilise très tardivement. Et bien ça, c'est une toute petite maison. En fait, elle n'est pas grande, cette maison. Et finalement, elle est constituée que de cet espace-là, avec cette énorme baie vitrée, qui permet à la fois, bien sûr, d'éclairer le grand espace, mais aussi d'avoir une vue superbe sur son environnement, notamment la mer. Alors, on a cette référence au manoir, qui va être aussi utilisée par des ateliers d'artistes. Ici, vous avez la villa Rochefontaine, que je vous ai montré tout à l'heure déjà. Il faut savoir que cette villa a été construite, autant on ne connaît pas l'architecte qui l'a construite, autant on sait pour qui elle a été construite. C'était un peintre, Raymond Lefranc, qui était le commanditaire de cette villa. Et donc, vous avez, je vous explique comment ça fonctionne, vous avez ici, au rez-de-chaussée, accessible directement depuis l'extérieur, un salon, et au-dessus, sur 2 niveaux, vous avez l'atelier du peintre. C'est clairement dit sur le plan, vous avez l'atelier. Alors, dans cet espace, je n'ai pas de photographie à vous présenter, vous avez une mezzanine en bois, donc un petit, alors ce n'est pas une échelle, ce n'est pas un escalier non plus, c'est un entre-deux, on va dire une sorte d'échelle de meunier un peu améliorée, qui permet de monter à une plateforme en bois, et qui permettait à l'artiste de voir, comme dans les ateliers artistiques qu'on trouve un peu partout, notamment à Paris, de voir les grandes œuvres peintes vues de haut, en fait, d'avoir une perspective sur sa production picturale. Et on peut imaginer que c'était son atelier, mais on peut imaginer que c'était aussi un lieu de réception, finalement, puisque c'était un très très bel espace. Quand on visite cette villa, on voit bien que c'était pas un atelier brut. Il était vraiment très bien décoré, et donc c'était aussi certainement un lieu de réception. Une photographie de Trestráu actuellement, pour vous montrer que tout ce que je vous ai montré, c'était concentré avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on avait une certaine homogénéité, on va dire, des rues, des stations balnéaires avant la Seconde Guerre mondiale. Non pas forcément dans tous les styles, vous avez vu, selon l'architecte, le maître d'ouvrage, on avait des variantes, on avait quand même un peu cette image de l'architecture bretonne de l'entre-deux-guerres. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ça va évoluer. Pour plusieurs raisons, puisque d'abord, 1961, je vous disais tout à l'heure, avec l'arrivée des industries des télécoms à Lannion, la population va changer. On n'est plus essentiellement sur des stations balnéaires, on a aussi une population qui va venir vivre à l'année dans ces stations. Et les stations, finalement, vont devenir une station balnéaire. En fait, c'est une ville temporaire qui ne vit que l'été. Et là, ces stations vont commencer à vivre toute l'année, puisqu'on a une population qui va se construire des maisons pour un autre usage que celui de la villégiature balnéaire. Et au niveau de cette photo, je pense, est assez symptomatique de cette évolution. Au niveau de l'habitat privé, eh ben, on va se retrouver avec des programmes immobiliers de plus grande ampleur, avec une augmentation du nombre d'immeubles à logement. Vous voyez ici, tous ces immeubles ont été construits et qui noient finalement les premières villas. Elles se retrouvent là, en fait. Elles sont totalement noyées avec cette production après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est toute la question de ces stations balnéaires qui maintenant ne sont plus forcément, qui ont des quartiers balnéaires, qui ne sont plus forcément que des stations balnéaires. Ce sont des villes à part entière qui progressivement tentent à se faire manger, piller par cette vie quotidienne. Et pour finir, je voulais finir sur cette image pour vous montrer que les stations balnéaires, ce sont des laboratoires d'architecture pour tous ces architectes. Vous avez bien vu, ça a été des lieux d'exercice pour eux. Et que, bien, actuellement, vous êtes ici à Trastriel, à Perros-Guirec, et vous voyez le passé et le présent se côtoyer. Vous avez derrière ici, parmi les premières villas, alors celle-ci
Elle s'appelle Pierre Juliette, elle a été construite par Pierre Botrel, hein, dont je vous montrais tout à l'heure la villa Le Sphinx, presque c'était lui, donc là c'est pareil. Hein, c'était Pierre Juliette, il a construit au début du siècle. Et puis, récemment, cette villa, cette maison qui a été construite par les ateliers Rubens, qui répond, regardez, moi je trouve que ça répond vraiment très bien à ce pignon. On retrouve un écho au passé dans une production totalement contemporaine. Il faut savoir que les quartiers balnéaires de ces stations ont encore, on va dire, ce qu'on appelle des dents creuses. Et donc il faut savoir remplir ces dents creuses d'une façon totalement judicieuse. Et c'est tout un débat. Hein. Les stations balnéaires, c'est un débat au niveau de la production architecturale. En effet, que faire dans des sites si marqués historiquement et stylistiquement. Mais il faut quand même savoir qu'une station balnéaire, ça a toujours muté dans le temps. Que les stations balnéaires que nous avons, nous, sur la côte de Granit-Rose, ont connu une croissance très dense pendant l'entre-deux-guerres. C'est pour ça qu'elles ont cette physionomie assez homogène. Mais elles doivent encore vivre aussi. Hein. C'est toujours des espaces en mutation. Et je trouvais que cette image était assez représentative d'une mutation assez réussie sur ce quartier de Tresmes. Voilà, je vous remercie de votre attention.